Donc, je suis chercheur à l'INSERM dans un laboratoire, vous voyez, qui est intitulé Hypoxie Physiopathologie. Donc tout de suite, ça nous met dans la thématique à l'université de Grenoble. Après, moi, je suis moi-même sportif. Je fais de l'ultra-endurance en trail. J'ai été entraîneur de sportifs de haut niveau. Donc, j'ai aussi d'autres approches, disons, mais j'essaierai quand même de jouer le rôle plutôt du scientifique ce soir. Rappeler des bases, mais je vais passer vite parce que là aussi, Frédéric a bien posé les choses. Vous montrer, moi en tant que chercheur INSERM, bien sûr, l'aspect médical est important et en fait, l'approche que l'on a, nous, de l'hypoxie, c'est de savoir quand est-ce que c'est délétère, et c'est le titre de la présentation, et sur la base de certains résultats qui existent, est-ce que éventuellement ça peut être protecteur, ça veut dire est-ce que éventuellement ça peut devenir soit une intervention pour prévenir un certain nombre de pathologies, soit éventuellement chez certains patients pour guérir. Donc c'est en ça que dans le domaine médical, cette hypoxie, elle pose question parce qu'elle peut être à la fois la cause de la pathologie ou la conséquence et ce qui va peut-être faire mourir le patient. Et puis il y a des données à la fois de terrain, un petit peu comme celle que Frédéric vous a présenté, et puis aussi des données scientifiques que je vais parcourir rapidement, qui suggèrent que de fait cette hypoxie, c'est pas seulement une question de risque pour la santé, mais ça peut être éventuellement de la protection. Voilà ce en quoi je vais essayer de vous parler. L'hypoxie, vous connaissez par cœur, donc je ne la redéfinirai pas. Les conséquences, on en parlera rapidement, mais vous commencez à comprendre. L'entraînement en hypoxie, j'en redirai un mot, pour ça, puisque tout à l'heure ça a été évoqué, de savoir l'entraînement en hypoxie du sportif, un petit peu classique, comme on peut l'imaginer, versus Simalti, etc. Et puis je parlerai ensuite, nous, le terme scientifique, c'est le conditionnement hypoxique, c'est-à-dire qu'on conditionne l'organisme dans le sens on l'habitue à l'hypoxie, et ce conditionnement hypoxique, c'est ça qui potentiellement peut avoir des effets positifs pour la santé, c'est-à-dire on habitue l'organisme à s'adapter à des doses d'hypoxie bien adaptées, enfin bien précises, et c'est ça qui fait que l'organisme développe des adaptations cardiovasculaires, métaboliques positives. Et puis surtout la raison importante pour laquelle je suis là, c'est le dernier point, c'est que depuis quelques temps maintenant, 1 an et demi, on a monté un certain nombre de projets en lien avec Simalti, avec Frédéric, et puis avec aussi la société SMTech, des projets de recherche qui visent en quelque sorte à tester le plus objectivement possible l'effet de ces techniques de conditionnement hypoxique chez le sujet sain ou chez le malade, et donc ça sera la partie peut-être la plus importante ou intéressante pour vous, c'est des premiers résultats que l'on a obtenus en laboratoire dans le cadre d'études scientifiques sur ces techniques-là, qui, pour passer, disons, le cap de devenir éventuellement des vraies modalités thérapeutiques, nécessitent, comme tout médicament en fait, d'être validé scientifiquement. Et puis c'est vrai que la grosse différence, sans doute par rapport à ce que vous a dit Frédéric, pour une validation scientifique et médicale, c'est de comparer ce que vous faites à Simalti versus Simalti exactement pareil à côté, où vous allez avoir une sympathique dame qui va vous accueillir, vous mettre un masque, vous êtes allé dans un fauteuil, etc. Sauf que pendant 1 heure, sans que vous le sachiez, vous allez respirer que de l'air ambiant. Et c'est en comparant le Simalti placebo et le Simalti actuel qu'on peut réellement, d'un point de vue scientifique et médical, dire si oui ou non c'est Joséphine qui est sympa, ou si c'est l'hypoxie qui est efficace. Voilà. Ou les deux. Ça peut être complémentaire. Voilà, donc l'hypoxie, vous savez tout. L'hypoxie, on la trouve en altitude, avec, vous voyez, les pressions barométriques qui diminuent. Donc, quand on est en haut de l'Everest, plus qu'un tiers d'oxygène qui est disponible par rapport à Paris. On a tout un tas de pathologies aussi, où là, non pas du fait de l'altitude, mais en particulier du fait que l'apport en sang ou l'apport en oxygène est insuffisant. Donc, tout un tas de pathologies où on va manquer d'oxygène, soit localement. Votre AVC, c'est une zone de votre cerveau qui va manquer de l'oxygène, soit dans tout l'organisme, si vous avez une insuffisance cardiaque ou une pathologie respiratoire, c'est tout l'organisme qui va être privé en partie d'oxygène. Donc l'hypoxie, vous voyez, dans le domaine médical, ce soit de l'hypoxie localisée, un infarctus du myocarde, un AVC, soit une hypoxie de tout l'organisme, parce que le poumon en particulier, par exemple, ne fait plus son travail pour amener l'oxygène à l'organisme. Donc ça, c'est l'hypoxie, clairement, locale ou systémique, mais qui est délétère, avant tout délétère.
Alors, pour vous rappeler, mais ça je pense que vous commencez à maîtriser, cette fameuse saturation, donc, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle à Paris, cette fameuse saturation au niveau de la mer, 98%, là, comme vous êtes, voilà, globalement jeune en bonne santé, donc vous êtes quasiment avec toute votre hémoglobine chargée en oxygène. Et puis au fur et à mesure que vous allez monter en altitude, si vous faites vos séances type autour de 4500 mètres d'altitude simulée, donc à Paris, vous allez avoir donc cette fameuse saturation proche de la cible de Frédéric qui est autour de 75%. Voilà. Donc 4500 mètres d'altitude, ça veut dire aussi juste en dessous du Mont Blanc. Pour ceux qui grimpent le Mont Blanc, lorsque vous arrivez au repos, assis sur la crête à reprendre votre souffle, vous allez être autour de 75% de saturation. Donc les niveaux d'altitude, mais ça bon, c'est vrai que nous là, dans les altitudes dont on parle pour les séances, vous voyez, on est entre ce que l'on appelle la haute altitude et la très haute altitude. Autour de 5500 mètres, donc ça c'est vraiment de la dénomination. Ce qui est intéressant, c'est de voir que vous voyez en haute altitude, à part cette zone de haute altitude là au-dessus de 2000 mètres puis autour de 500 mètres, c'est des zones où de 5000 mètres, pardon, c'est des zones où potentiellement on peut commencer à sentir des effets au repos, alors qu'avant on sent, si on fait un effort on sent qu'on est essoufflé, mais au repos on sent rien. Donc vous êtes dans cette zone lorsque vous faites des séances type Simalti, c'est que vous sentez ou vous ne sentez pas que vous êtes à 5000 mètres d'altitude. Par contre, si on monte beaucoup plus haut, c'est ce que vous expliquez Frédéric, là on va le sentir dès le repos, ça va tout de suite être assez désagréable. Et puis c'est des doses d'hypoxie qui potentiellement là vont être relativement délétères pour l'organisme. Ça on le constate entre guillemets quand on est sur le terrain, en altitude. C'est pour ça par exemple qu'il n'y a pas d'habitat permanent au-dessus de 5000-5500 mètres d'altitude sur la planète. Alors que là, on est encore dans des zones où l'organisme peut s'adapter quand on y habite, quand on est népalais, mais aussi quand on est parisien et qu'on va à Simalti. C'est une question qu'on a souvent d'ailleurs. Hein. Les gens nous demandent pourquoi vous n'allez pas plus haut, parce que moi je vais monter l'Everest. Donc c'est ma réponse un peu que je leur fais, c'est que je leur dis on ne va pas plus haut parce qu'en général il n'y a pas de vie au-delà. Donc on ne peut pas s'acclimater, on peut s'acclimater, se pré-acclimater, mais voilà, ça reste de la survie au-dessus. Donc, il y a toujours beaucoup d'images avec l'hypoxie, mais vous pourriez dire que l'hypoxie c'est une pièce à deux faces, ou c'est une épée à double tranchant, ou c'est une balance. Vous pouvez basculer de l'hypoxie protectrice à l'hypoxie délétère, donc il faut vraiment trouver ce point d'appui là, qui est là où vous avez le bénéfice optimum de l'hypoxie, et qui varie probablement d'un sujet à l'autre. Mais en tout cas, au bout d'un moment, quand c'est trop d'hypoxie, là on bascule de toute manière dans des zones d'altitude ou des niveaux de manque d'oxygène qui sont délétères. Et ça veut dire que quand on fait des ascensions de l'Everest, etc., c'est combien de temps? On a une line au-delà duquel il ne faut pas rester. C'est la dead zone, c'est ça? Je voulais savoir justement, c'est par rapport à ça, c'est quoi la dead zone par rapport à... Dead zone, oui, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il y a de fait des zones, en gros, au-dessus de 7000-7005, où l'alpiniste, en particulier s'il est sans oxygène, puisqu'il n'y a quand même que très peu de monde qui arrive à l'Everest sans oxygène, sinon c'est avec une supplémentation d'oxygène. Non pas que ça met les grimpeurs à l'altitude de Paris, mais ça leur fait perdre 1000-1500 mètres d'altitude, c'est-à-dire qu'ils ont une petite lunette avec de l'oxygène. Voilà. Mais si éventuellement vous faites partie des 150 personnes au monde qui ont réussi à grimper l'Everest sans oxygène, vous êtes dans des zones de fait à des niveaux d'oxygénation artérielle très 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 bas là pour le coup. Et vous avez juste assez cette fameuse VO2 max dont on parle, donc qui diminue au fur et à mesure que vous montez à l'altitude. Votre VO2 max quand vous êtes là-haut, elle correspond à peu près à ce que vous avez besoin d'oxygène pour rester assis et survivre. Ça veut dire que vous avez à peu près plus de marge pour marcher. Donc les très très performants, ces 150 qui y sont arrivés pour des raisons, parce qu'il y a des grosses différences interindividuelles, ils avaient encore un petit peu d'énergie de plus que ce qu'ils ont besoin pour que leur corps reste en vie, pour marcher un petit peu. Mais la VO2 max qui vous reste à l'Everest, c'est à peu près tout ce que vous avez besoin pour survivre et à peine marcher. Donc d'où cette idée qu'on est dans une zone, sans parler du vent, du froid, etc. On est dans une zone où après ça c'est l'extrême, mais on parle déjà pour le Kilimandjaro par exemple qui est déjà près de 6000, où il y a quand même presque 50% des gens qui n'arrivent pas au sommet, alors que c'est une bonne randonnée, ce n'est pas physiquement difficile, alors que là il est aussi physiquement difficile d'arriver au haut de l'Everest. Mais donc du coup, au-delà de 5005, il y a une vraie difficulté d'acclimatation. Alors ça nous amène en fait à cette diapositive suivante, qui simplement, puisque si vous vous intéressez un petit peu à l'altitude, qui dissocie des effets au niveau cérébral, parce que c'est souvent ce qui est un petit peu le plus spectaculaire.
Lors d'une ascension lente, c'est-à-dire lorsque l'on monte en altitude à pied, c'est lent, on ne monte pas directement à l'Everest, c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête, hein, c'est la vitesse à laquelle on monte, et ça nous renvoie aussi à la vitesse à laquelle on vous descend à 5000 mètres pendant les séances, c'est un peu les mêmes principes. Mais globalement, on va avoir rapidement mal à la tête, ça aussi, 50%, 60% des gens en haut du Mont Blanc ont des céphalées. Et puis on a des perturbations qui montrent vraiment que le cerveau est perturbé quand il manque d'oxygène jusqu'à ces fameuses zones de très haute altitude où là, vous voyez, il y a un tiers des grimpeurs qui rapportent des vraies hallucinations, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'ils ont quelqu'un qui marche à côté d'eux, etc. Donc ça, c'est pour dire que malgré que à l'Everest, on y arrive après 3, 4, 5 semaines de montée progressive, on a encore un gros impact sur le cerveau. Par contre, pourquoi vous ne feriez pas une séance Simalti directement à 8000 ? C'est parce que l'exemple extrême, c'est l'aviation. Si vous êtes dans un avion de ligne à 8000 mètres d'altitude, bien sûr l'avion est pressurisé, vous êtes à peu près à une altitude autour de 2000 mètres, c'est-à-dire que la cabine est repressurisée, ça vous remet à peu près à 2000 mètres alors que vous voulez à 8 ou 10 000 mètres. Si jamais il y a un problème de repressurisation de cet avion, et si d'emblée vous vous retrouvez, alors que vous avez décollé de Paris, à 8-10 000 mètres d'altitude, là c'est la perte de conscience directe. C'est la perte de conscience directe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a aussi de l'adaptation en fait au manque d'oxygène. Si on vous pose d'emblée en haut de l'Everest, il y a zéro chance que vous y arriviez. Si vous y montez en 5 semaines, l'organisme aura pu développer un certain nombre d'adaptations. Voilà. Et ça, ces adaptations-là, on les retrouve quand il s'agit de monter une montagne, mais il y en a aussi un certain nombre qui se mettent en place lorsque vous réalisez 1, puis 2, puis 3, puis 10, puis 20 séances d'hypoxie type Simalti. C'est pour ça que l'arrivée en avion dans l'Amérique du Sud, voilà, par exemple, est assez compliquée. Oui, voilà. Parce que justement, on dépose, on arrive dans l'aéroport. Ouais. D'où l'idée d'essayer aussi de préacclimater l'organisme lorsqu'on va faire un trekking, etc. Peut-être par des techniques comme Simalti, etc. C'est-à-dire qu'en s'exposant déjà avant de partir en trek ou en altitude à un certain temps d'hypoxie, en espérant qu'ensuite, lorsqu'on va débarquer à tel aéroport à 3500 mètres d'altitude, on sera déjà pré-acclimaté, c'est le terme en fait, acclimaté à l'altitude. Voilà, dans la pathologie, bon voilà, je vous en ai parlé, hein, le manque d'oxygène, c'est d'abord de l'incapacité fonctionnelle, et puis après ça peut être plus grave, c'est pour ça qu'on a certains patients qui eux se retrouvent avec une bonbonne d'oxygène continuellement pour les supplémenter en oxygène. Et puis il y a le contexte de l'entraînement du sportif en altitude. Alors je suis pyrénéen, je suis de Font-Romeu, donc je ne peux pas ne pas vous présenter ça, qui est un lieu d'entraînement en altitude connu, même si l'altitude est assez modérée. Donc il y a des pratiques de sportifs qui vont faire leur stage, on appelle ça d'ailleurs de stage d'oxygénation, de façon paradoxale en fait, mais en altitude, vont pratiquer leur entraînement en altitude pendant un certain temps. Il y a des pratiques encore où étaient utilisés des endroits, par exemple à Chamonix, où on peut monter très haut rapidement par un téléphérique pour jouer sur des différentes altitudes entre la nuit, par exemple, et les entraînements. Dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on peut habiter dans la vallée et puis aller s'entraîner, on prend un coup de téléphérique et puis on va courir ou skier tout en haut du téléphérique. Voire même, ensuite, ont été développées d'autres techniques où on va dormir en haut du téléphérique la nuit, pour espérer en particulier produire plus de globules rouges, etc. Et par contre, pour s'entraîner comme avant, pour ne pas devoir ralentir à l'entraînement, on redescend dans la vallée pour s'entraîner la journée. Voilà. Ça, vous pouvez le retrouver, on en avait parlé à la dernière conférence. Frédéric nous en avait pas mal parlé donc sur la vidéo qu'on avait enregistrée l'année dernière. On en reparle pour ceux qui n'étaient pas là. Voilà, c'est ça. Je me permets de reparler de tout ça parce que peut-être vous n'étiez pas tout ça. Mais c'est pour voir de quoi on parle lorsqu'on parle historiquement plus d'entraînement en altitude, ces pratiques-là. Ensuite, il y a eu, parce que c'est un peu compliqué quand même, le coup du téléphérique ou le coup d'aller s'entraîner à Font-Romeu, il y a eu des solutions d'altitude simulée aussi pour les sportifs, et c'est comme ça en fait qu'a vu le jour cette fameuse machine. Initialement, il s'agissait de pouvoir réaliser par exemple une séance de vélo, faire son heure, ses 2 heures, ses 3 heures de vélo dans son garage, sauf en habitant à Paris, sauf qu'on respire à travers ce masque pendant l'effort. Et du coup, on fait 2-3 heures de vélo à 2-3 000 mètres d'altitude, comme on voulait. Donc ça, c'est une autre pratique d'entraînement en altitude simulée. Et un autre type d'altitude simulée, ce sont ce que l'on appelle les chambres hypoxiques, où là aussi l'enjeu est de dormir en altitude. Là aussi, parce que globalement, la production de globules rouges se fait essentiellement la nuit. Du coup, il y aurait potentiellement un intérêt à passer la nuit en altitude et la journée, par contre, continuer à s'entraîner en pleine. Pour faire ça, donc il y a le coup du téléphérique, monter en téléphérique, aller dormir en haut et redescendre la journée, mais c'est un peu compliqué.
Et il y a maintenant des hôtels ou des centres un petit peu partout dans le monde qui ici par exemple après Manon dans le Jura, donc à relativement basse altitude, qui proposent des chambres où est extrait une partie de l'oxygène, et du coup pendant la nuit on dort dans sa chambre, mais en fait il y a une ambiance hypoxique, une partie de l'oxygène qui est extraite, et on dort à 3000, 3005 d'altitude. C'est, pour vous donner une idée, c'est ça, c'est à peu près entre 2005 et 3000 mètres d'altitude pour passer la nuit dans ce genre de programmation. Donc voilà une autre utilisation de l'altitude pour l'entraînement du sportif. Et donc comme je vous disais, l'objectif c'est d'augmenter globalement la quantité de globules rouges, l'hématocrite, ce qu'on appelle l'hématocrite, d'augmenter aussi la quantité de vaisseaux dans les muscles pour que l'oxygène et les nutriments soient mieux apportés, et puis au total améliorer cette fameuse capacité maximale de consommer l'oxygène, cette fameuse VO2 max. Donc ça c'est vraiment le contexte du sportif, et puis on en vient donc à ce conditionnement, encore une fois c'est notre manière de le dire, ce conditionnement hypoxique ou cet entraînement en hypoxie type Cymalti ou Métapline, on dirait. Voilà. Alors, dans un laboratoire comme le nôtre, ça commence comme ça souvent, la recherche. On commence par s'intéresser à l'animal pour voir, déjà pour des raisons de sécurité, ça c'est sûr qu'avant de tester un nouveau médicament chez l'homme, on commence chez l'animal. Du coup, dans notre laboratoire, on a un modèle qui est relativement unique en Europe d'exposition de rongeurs, de souris ou de rats dans des cages comme ça, où en fait on réduit la quantité d'oxygène dans les cages à volonté et selon le rythme que l'on veut. Donc ça c'est le niveau d'oxygène dans la cage, donc 21% c'est l'air ambiant, et puis on réduit le pourcentage d'oxygène, soit en continu, soit pour mimer une pathologie qui nous intéresse beaucoup, qui est l'apnée du sommeil. Donc l'apnée du sommeil, si vous connaissez, c'est donc des personnes qui ont des pauses respiratoires pendant la nuit, répétées toutes les minutes, 2 minutes. Et donc à chaque fois qu'elles arrêtent de respirer, elles deviennent hypoxiques, elles se remettent à respirer, elles reviennent à Paris, elles s'arrêtent à respirer, elles montent au Mont Blanc, elles se remettent à respirer, et tout ça toutes les 30 secondes, minutes, 2 minutes. Du coup, ça fait une hypoxie qu'on appelle intermittente sévère, c'est-à-dire que c'est là on arrête carrément de respirer, et c'est intermittent dans le sens où c'est toutes les 30 secondes, toutes les minutes. Du coup, on a la possibilité dans ces cages aussi de faire des changements de quantité d'oxygène très rapides. Du coup, les souris, quand elles dorment la journée, on les met dans ces conditions d'oxygénation soit basse en continu, soit répétée pour mimer, entre guillemets, l'apnée du sommeil. Et originellement, disons, dans notre laboratoire, ce qui nous intéressait, c'était de montrer à quel point le manque d'oxygène, en particulier dans l'apnée du sommeil, était délétère. Parce qu'il faut savoir que les gens qui ont de l'apnée du sommeil, non seulement ils ne dorment pas bien, évidemment, le matin ils se réveillent, ils ont l'impression d'avoir très mal dormi, mais en plus, au fur et à mesure des années, ils développent des complications type hypertension, diabète, etc. Du coup, il s'agissait de montrer chez l'animal que quand on soumettait ces animaux à des niveaux d'hypoxie sévères, très répétés comme ça, 8 heures par jour, comme s'ils avaient de l'apnée du sommeil, ils allaient eux aussi développer de l'hypertension, etc. Et au moment de développer ce modèle-là, la question qui s'est posée, un petit peu comme vous quand il s'agit de vous entraîner, entre guillemets, c'est quel niveau d'hypoxie, jusqu'à où on va faire désaturer les animaux. Donc vous voyez, là au début, on a fait une première type d'exposition où il est saturé seulement à 94, puis 79, puis 76, puis 55. Et on s'est demandé, bon après ça devient un peu critique, déjà 55 c'est pas mal, mais du coup après on s'est demandé, voilà, qu'est-ce qui mime le mieux les conséquences de l'apnée du sommeil. Et pour faire ça, donc, on a des groupes de rats, différents groupes de rats qui étaient soumis à différents types d'hypoxie. Là c'était seulement 4 heures pour voir juste une période. D'hypoxie intermittente sévère, donc la fraction inspirée d'oxygène était plus de 5% quand on les mettait en hypoxie, donc c'était tout à droite, là, ce que vous avez vu. Une hypoxie un peu plus modérée, c'était le milieu, donc on les mettait en hypoxie mais moins fort, à moins haute altitude. Puis de l'hypoxie continue, où là elle passait 4 heures à peu près 5000 mètres d'altitude, et puis toujours pareil, nous ce qui nous intéresse c'est d'avoir un groupe contrôle, donc il y avait les mêmes souris dans les mêmes cages, qui avaient tous les mêmes soins, sauf qu'en fait elle respirait l'air ambiant. Voilà. Et on a voulu savoir si, puisqu'on sait par exemple que dans l'apnée du sommeil, le risque d'infarctus est accru, on a voulu savoir si ces souris étaient plus sensibles, résistaient moins à un infarctus du myocarde, du cœur. Donc ça, nous on a la capacité dans le laboratoire d'induire un infarctus chez un rongeur. Et du coup, le lendemain, chacun de ces groupes qui avait passé 4 heures en hypoxie, le lendemain, on leur a induit un infarctus. Et puis on a regardé si de fait, le fait d'avoir eu de l'hypoxie intermittente qui mimait l'apnée du sommeil faisait qu'elles avaient un infarctus qui était plus sévère, qu'elles récupéraient moins bien, ces souris, de leur infarctus. Et donc pour mesurer l'impact de l'infarctus, on prend le cœur en fait, une fois qu'on a induit l'infarctus, et on regarde le pourcentage
du cœur qui est nécrosé, c'est-à-dire qui a vraiment souffert du manque d'oxygène. Et donc on le quantifie en pourcentage. Alors là, vous avez les souris qui n'ont pas eu du tout d'hypoxie. Notre modèle d'infarctus induit un dommage de l'ordre de 35% du cœur qui est endommagé irréversiblement du fait du modèle d'infarctus que l'on a imposé. Les souris qui avaient 5% d'hypoxie, donc vous vous rappelez, lorsqu'ensuite on leur induisait un infarctus du myocarde, eh bien elles avaient plus de dommages, l'infarctus était plus sévère, c'est-à-dire qu'elles passaient 4 heures en hypoxie intermittente sévère la veille, et bien le lendemain elles devenaient plus sensibles à l'infarctus. Elles étaient moins tolérantes à leur infarctus, de fait elles ressemblaient un petit peu à ce que peut être un malade de l'apnée du sommeil. Donc très bien, on tenait là notre modèle d'hypoxie intermittente qui reproduisait les conséquences de l'apnée du sommeil. Mais on a quand même regardé ce qui se passait dans les autres groupes. Alors il y avait un groupe là-bas, CH, c'est ceux qui ont passé 4 heures en hypoxie continue à 5000 mètres. Eux, ils avaient une taille d'infarctus comme les sujets contrôle. Il n'y a pas eu d'effet donc. Mais la surprise, ça a été ce groupe. Ce groupe-là, il avait eu de l'hypoxie intermittente, mais à une altitude autour de 5000 mètres d'altitude. Et eux, non seulement ils n'avaient pas un infarctus plus sévère, mais ils avaient, à notre grande surprise, un infarctus moins sévère. C'est-à-dire qu'ils devenaient, juste après avoir passé 4 heures en hypoxie intermittente, ils devenaient résistants, entre guillemets, à notre modèle d'infarctus. Comme si eux, l'infarctus, ils étaient capables de mieux le tolérer et de mieux récupérer par le simple fait, entre guillemets, d'avoir passé 4 heures en hypoxie à certaines doses d'hypoxie. Donc 10%, c'était ce groupe-là, vous voyez, qui était autour de 79% de saturation pendant 4 heures. Donc ça a été probablement une des études phares au niveau international qu'on a publié dans une revue internationale pour dire l'hypoxie intermittente, donc on ne passe pas 24 heures par jour en hypoxie, on passe quelques heures, quelques minutes. Elle peut être délétère, clairement, elle peut accentuer l'impact de l'infarctus, mais il y a certaines doses d'hypoxie qui non seulement ne sont pas délétères, mais même induisent des phénomènes de protection. Donc ça a été vraiment à la base, disons, scientifique de l'intérêt qu'il y a fortement aujourd'hui pour se dire, mais cette hypoxie, est-ce qu'elle ne peut pas être aussi thérapeutique ? Des données similaires ont ensuite été, vous voyez, 5 ans plus tard, obtenues sur un modèle d'AVC. On est chez le rat, cette fois, pareil. On a été montré dans cette étude qu'un rat que l'on expose 3 heures en hypoxie, son compère, lui, il reste en air ambiant. Le lendemain, on leur induit un modèle d'AVC. On peut faire ça également. Eh bien, le rat qui, lui, a eu sa dose d'hypoxie la veille, eh bien, il devient très, très, très résistant à son AVC, c'est-à-dire qu'il récupère très, très bien de l'AVC qu'on induit chez lui. Il devient conditionné à l'hypoxie, il devient résistant à l'hypoxie. Donc ça, c'est des modèles très intéressants. Même si après rapidement quand même, une fois que dans la communauté scientifique et médicale la surprise a été grande, on s'est dit oui, sauf que là on sait exactement quand est-ce qu'a eu l'infarctus ou l'AVC puisque c'est nous qui l'induisons, sauf que nous on ne sait pas trop exactement quand est-ce qu'on va avoir notre AVC, notre infarctus, et du coup on ne sait pas trop quand est-ce qu'il faut aller à Simalti la veille pour bien récupérer. Donc, voilà. Tous les jours, quoi, comme ça on est sûr. Voilà, peut-être. C'est la journée fille. Mais ensuite, il y a eu d'autres données qui, d'un point de vue de l'application clinique, étaient encore plus spectaculaires. En quelques mots, c'est que ici, les souris ont eu 15 jours de... Alors là, ça ressemble peut-être un peu plus à ce que vous pouvez imaginer faire. 15 jours avec en tout 3, 6, une petite dizaine de séances de 1 ou 2 heures d'hypoxie, avec des niveaux d'hypoxie autour de 5000 mètres. Et puis, on leur a induit, il y avait plusieurs groupes de souris qui ont fait ça, et puis certaines, on leur a regardé leur résistance à l'AVC ici, immédiatement après leurs 15 jours de programme, mais aussi 15 jours après avoir arrêté la programmation, jusqu'à 8 semaines après avoir arrêté, après la dernière séance en fait d'hypoxie. Et là, ce qui était très intéressant, c'est qu'on s'est aperçu que, les gains, toujours pareil, la taille de l'infarctus était réduite juste après les 15 jours, elle devenait résistante, mais jusqu'à 8 semaines après la dernière séance, elle gardait toujours une grosse partie du bénéfice de cette résistance à l'AVC. Donc on a des adaptations qui non seulement sont quasi instantanées sur une séance, vous l'avez vu, mais qui en plus perdurent dans le temps jusqu'à 8 semaines après l'arrêt des séances. Donc là, pour le coup, ça ouvre vraiment des potentialités thérapeutiques très intéressantes. Parce qu'après, on n'est pas obligé d'arrêter complètement, mais on peut imaginer avoir des séances de rappel et puis maintenir un état de protection. En fait, ça serait ça l'idée ultime. Donc là, on est toujours chez l'animal. Chez l'animal, ce qui est bien, c'est qu'ensuite,
On peut aller regarder plein de choses, on peut aller regarder plein de mécanismes d'inflammation, de stress oxydant, etc. pour voir qu'est-ce qui se passe chez ces rats et chez ces souris qui ont eu des doses d'hypoxie qui deviennent protectrices. Donc on connaît maintenant un petit peu qu'est-ce qui fait que certaines doses, c'est d'où ce symbole du yin et yang, certaines doses d'hypoxie sont délétères et d'autres sont protectives. Donc ça, on connaît maintenant assez bien les mécanismes. Et globalement, on en vient à c'est un article qu'on a publié récemment, à ce schéma un petit peu qui résume la situation. C'est que lorsque vous êtes à Paris, que vous respirez de l'air ambiant, vous avez suffisamment d'oxygène pour respirer, mais vous n'avez pas d'effet particulier de l'oxygène en lui-même. Lorsque vous montez en moyenne altitude, là aussi vous n'avez pas grand-chose. Si vous habitez à 1000 ou 2000 mètres, ou à Grenoble, il y a le Vercors, etc. autour, c'est des doses d'hypoxie qui induisent pas grandes adaptations en fait au niveau de l'organisme. Si à l'extrême vous avez, je vous en ai parlé de l'apnée du sommeil, là c'est comme si vous êtes à Paris, vous montez à 4000 ou à 5000, vous redescendez toute la nuit, là c'est pas bon, vous allez avoir vraiment des complications cardiovasculaires, etc. Si encore plus, si vous avez une maladie respiratoire, etc., vous allez être en ce qu'on appelle en insuffisance respiratoire, ou si vous avez carrément des vaisseaux bloqués, que vous montez d'oxygène dans une partie du cerveau ou du cœur, là vous allez être dans les effets, dans les conséquences délétères de l'hypoxie, d'accord? Ou si vous habitez à très très haute altitude, au-dessus de 6000 mètres, vous êtes dans la partie délétère de l'hypoxie. Mais entre ce pas d'effet du tout, j'habite à Paris ou même à 1000 mètres d'altitude, et ce je suis dans une hypoxie qui m'est délétère, on passe par des zones d'hypoxie, probablement où il faut y aller, puis en revenir, y aller, puis en revenir, des zones des niveaux d'altitude simulés qui sont, elles, protectrices à différents niveaux, au niveau cardiovasculaire et métabolique. Donc c'est ça le principe général que vous avez bien compris maintenant. La question, il y en a un certain nombre, c'est quelle est cette altitude, quoi. Voilà, Frédéric vous a donné des éléments de réponse sur le terrain, je dirais. Combien de temps il faut y monter, y redescendre, combien de fois par jour, combien de fois en une séance, etc. Parce que là, sur les réseaux sociaux, il y en a un qui nous demande s'il fait du parachute, si ça marche ou pas. Oui, c'est une bonne question. Oui, ça dépend combien de temps il reste en l'air. Si probablement en avion, on monte de fait assez haut, 4000, etc. Et puis on redescend, je pense qu'en tout, on a passé quelques 5, 10, 20 minutes au-dessus de 3000 mètres d'altitude. Et ça, c'est très très peu pour le coup. C'est très très peu, voilà. À moins peut-être de le faire 10 fois dans la journée, mais je ne pense pas que c'est tout à fait les pratiques. Puis c'est assez peu calibré aussi, parce que ça dépend de la vitesse de montée de l'avion, de la descente, etc. Mais c'est quand même une bonne question. Voilà. Alors un mot aussi sur le fait que cette idée d'utiliser l'hypoxie comme un traitement, elle a été en fait initialement mise en place chez le patient, chez le malade, dans les pays d'ex-Union soviétique dans les années 70, et à assez grande échelle. Il y avait eu la conviction que c'était, de façon assez pragmatique, je dirais, sur le terrain, que c'était bénéfique pour un certain nombre de pathologies respiratoires, pour l'hypertension. Et il y avait eu des appareils et des pratiques qui avaient été vraiment développées dans ces pays-là. Peu de données, peu de rapports en anglais ou hors russe étaient émis. Du coup, on avait assez peu d'informations là-dessus. Maintenant, on a quelques traductions qui montrent qu'il y a eu toute une pratique assez tôt, dans les années 70, dans ces pays-là. On a maintenant des publications scientifiques dans des revues internationales, donc en anglais, qui ont testé ces différentes techniques. Donc, je vous en montre 2 ou 3 rapidement. Vous voyez par exemple ici, l'enjeu, c'était chez des sujets sains d'une 50aine d'années, avec un indice de masse corporelle légèrement élevé, donc des sujets en surpoids léger, qui ont réalisé 3 sessions d'hypoxie par semaine pendant 10 semaines, des sessions de 40 minutes. Alors c'était aux États-Unis avec un appareil que l'on ne connaît pas en Europe, mais qui est une espèce de cabine comme ça et qui fait de l'hypoxie hypobarique, c'est-à-dire que c'est un caisson en fait, c'est un mini caisson. C'est-à-dire que là-dedans, il y a tout le temps 21% d'oxygène, mais ce qu'on fait varier, c'est la pression atmosphérique comme de la vraie altitude. Donc au niveau technologique, c'est quand même assez impressionnant. On en a entendu parler à l'époque avec Djokovic qui utilisait ça, notamment, et qui en a pas mal diffusé sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc eux, ils font varier l'altitude comme ça, entre 0 et 5000 mètres d'altitude, pendant une quarantaine de minutes. Et puis donc la saturation artérielle en oxygène varie. On n'a pas d'explication pourquoi ça varie comme ça ou autrement, et pourquoi la machine fait varier comme ça. Toujours est-il que c'est comme ça qu'est décrit les séances d'hypoxie. Et dans cette étude, ce qui est intéressant, c'est chez ces sujets
qui ont un syndrome métabolique globalement, c'est-à-dire qui sont probablement pré-diabétiques, etc. On améliore des éléments importants liés au métabolisme du glucose, sans rentrer dans les détails, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si vous avez une glycémie trop importante, c'est que vous êtes plutôt sur la piste du diabète. Et bien là, on a amélioré des éléments comme cela, sans par contre modification de pondérale, sans modification du poids. Mais quand même des éléments qui sont intéressants et importants pour un traitement, puisqu'on appelle ça un traitement, mais un traitement non pharmacologique. C'est donc pas un médicament ici. Une autre étude qui est assez spectaculaire, cette fois chez les patients hypertendus, et il n'y en a pas tant que ça, des études chez les patients actuellement. Elle est contrôlée dans le sens où il y a des sujets sains, mais dans cette étude-là, malgré tout, il n'y a pas de sujets hypertendus qui ont eu un traitement placebo. Voilà. Donc tous ces patients hypertendus ont eu 20 sessions consécutives d'hypoxie intermittente. Donc là, vous voyez, c'est un programme du genre 3 minutes en altitude à 5000 mètres d'altitude modérée, 5 minutes d'altitude simulée, pardon, 3 minutes d'oxygène, répétées 4 fois. Donc ça, c'est une autre manière de faire des séances. Vous avez, avec Simalti, des séances d'hypoxie plutôt continues, et là, c'est de l'hypoxie saccadée, on pourrait dire, ou intermittente. Et là, ce qui était intéressant, sans rentrer dans les détails, mais là, vous avez la pression artérielle systolique, pression artérielle diastolique, donc là, vous avez 12,8, vous voyez, chez le groupe en moyenne, chez les contrôles. Chez les patients hypertendus, eh bien, vous aviez 15-10, de fait, c'était leur pathologie. Et après ces 20 séances, eh bien, ils tombent à 13,8 de tension artérielle. Donc là aussi, pour un cardiologue ou quoi qui a l'habitude des effets de ces médicaments contre l'hypertension, pour un traitement non médicamenteux, c'est un effet très très spectaculaire. Voilà. Et puis il y avait quelques éléments mécanistiques, disons, sur qu'est-ce qui a pu se passer. On sait que le métabolisme d'une molécule qui s'appelle le monoxyde d'azote est perturbé souvent chez ces patients hypertendus. Et de fait, il était montré que ce métabolisme était remis en route, entre guillemets, du fait du traitement. Donc, pas seulement une erreur de mesure, entre guillemets, mais vraiment des mécanismes sous-jacents à l'hypertension qui étaient améliorés. Juste préciser peut-être, ouais. Samuel, que le monoxyde d'azote, c'est un gaz qui a un rôle vasodilatateur. Voilà. Qui va servir à relâcher l'artère, à relâcher le... Voilà. Et donc là, vous voyez, les hypertendus, c'est la colonne du milieu. Avant le traitement, ils avaient plutôt moins de présence de traces de ce gaz qui permet de relâcher les vaisseaux, moins que les sujets contrôle en blanc. Et après 20 séances d'hypoxie, eh on voit que la courbe noire là, est remontée. Et probablement que cette plus grande disponibilité en monoxyde d'azote qui permet de relâcher les vaisseaux a permis de corriger leur hypertension. Vous pourrez retrouver toutes ces études sur notre site internet dans Simalti et la science. Toutes ces études seront complètes sur le site. Alors malgré tout, il y a pas mal de questions en suspens. Frédéric vous en a évoqué, et encore une fois, pour nous, pour passer le cap de dire, ben oui, il paraît que dans les pays d'ex-Union soviétique, où il paraît qu'à Paris, où il paraît qu'à Genève, il y a des choses qui se font de l'hypoxie, mais pour vraiment que ça devienne dans le milieu médical une pratique validée, il y a des questions à résoudre. Est-ce que tout le monde est susceptible de bénéficier du conditionnement hypoxique à l'extrême? Est-ce que si on a 80 ans, est-ce que si on a une maladie respiratoire sévère, est-ce qu'on peut vraiment être exposé à des niveaux d'hypoxie de l'ordre de 5 mètres d'altitude? Quelle est la méthode plus efficace? Je viens de vous dire là que vous avez vu ce caisson, ce drôle de caisson. Donc il y a différentes techniques, différentes machines. Vous avez vu aussi que vous faites des séances globalement où vous passez 1 heure en hypoxie progressive et puis maintenue à un niveau de saturation donné. Et puis il y a d'autres articles qui ont rapporté des techniques plus saccadées. On passe 5 minutes en hypoxie, un petit peu comme de l'intervalle training pour les sportifs. On passe 5 minutes en hypoxie, 3 minutes en retour en pleine, 5 minutes en hypoxie, etc. Donc il y a ces techniques-là aussi qui ont été proposées. Et la technologie, j'en ai parlé. Et puis, à quoi on peut s'attendre? Est-ce que c'est plus pour traiter si on a du poids, si on est en surcharge pondérale? Est-ce que c'est plus pour traiter l'hypertension, etc. Et ça, c'est aussi important pour imaginer appliquer ça dans le domaine médical. Alors, donc, je vous disais qu'on a un certain nombre de projets de recherche en cours, avec des partenaires que je vous ai cités. Donc on est en lien avec l'INSERM, le CHU de Grenoble, une fondation pour les maladies chroniques, et puis ces partenaires dont vous avez entendu parler ce soir. L'objectif global de ce projet de recherche-là, qui dure depuis 1 an maintenant, qui a été initié depuis 1 an, c'est d'évaluer l'effet de différents programmes de conditionnement hypoxique
D'une part chez le sujet jeune et sain, et puis d'autre part chez la personne en surpoids ou obèse. Donc ça a été pour nous une cible. Ces patients, on appelle ça des patients, en tout cas chez ces personnes en surpoids ou obèses, elles ont justement un risque d'hypertension, un risque de diabète. Donc c'est probablement pour nous un bon modèle pour montrer l'efficacité de ce genre de traitement, utilisé par l'hypoxie, pour améliorer la santé cardiovasculaire et métabolique. Alors, la partie 1 de l'étude dont je vais vous présenter les résultats, c'est celle-ci, qui est terminée, donc une étude terminée, où on a pris 14 sujets sains volontaires, 7 hommes, 7 femmes, à peu près 25 ans, 72 kg, vous voyez. Et ils ont réalisé tous 2 fois 3 séances selon 2 méthodes. Donc ils ont été tirés au sort. Il y en a qui ont fait 3 séances d'1 heure, on verra, à 48 heures d'écart. Donc c'était lundi, mercredi, vendredi. Avec la première méthode d'hypoxie, dont je vais vous parler juste après. Ensuite, ils ont eu au moins 2 semaines de break pour essayer de faire disparaître les effets. Et puis, de nouveau, 3 séances en 1 semaine avec la méthode 2. Et puis, l'autre partie du groupe, eux, ils ont commencé par la méthode 2, puis ensuite, ils ont eu la méthode 1. Voilà. Donc, tout le monde a été testé selon la méthode 1. Tout le monde a fait 3 séances de la méthode 1. Et un peu plus tard, tout le monde au total a fait 3 séances de la méthode 2. Et durant les séances 1 et 3 de chaque méthode, on a mesuré un certain nombre de paramètres, le niveau d'oxygénation artérielle et au niveau du cerveau et du muscle, je vous montrerai, la ventilation, la fréquence cardiaque, etc. Donc les 2 méthodes, c'était celle-là. En fait, vous avez la méthode, je ne reviendrai pas trop en détail dessus, mais c'est celle que Frédéric vous a, la méthode Metapline ou Simalti, qui a globalement sur 1 heure, vous atteignez d'abord à peu près 5000 mètres d'altitude ou 4005 en 10 minutes. D'accord, vous vous rappelez, la saturation artérielle diminue, et puis ensuite on vous maintient autour de 75% de saturation artérielle en oxygène pendant le reste de la séance. Et la méthode 2, donc, qui est inspirée d'autres écoles, je dirais, au niveau international, c'est 5 minutes à peu près 5000 mètres d'altitude, à peu près à 75% de saturation, 5 minutes, et puis 3 minutes en air ambiant, répété 7 fois. Donc vous allez tout de suite voir ce que cela donne pour la méthode 1, que vous connaissez, Metapline, et la méthode 2, l'hypoxie intermittente, en termes d'oxygénation, de cette fameuse saturation. D'accord ? Quand vous faites, donc à chaque fois il y a 2 cours, parce qu'il y a la première et la 3e séance, pour l'hypoxie qu'on appelle, disons, continue Metapline, ou l'hypoxie intermittente. Là, vous avez vos courbes à vous, en 10 minutes, à peu près ça diminue, puis après on vous maintient autour de 75% de saturation artérielle en oxygène, de la même manière sur la séance 1 et 3. Et puis ensuite, on avait un temps de mesure de retour en normoxie. Puis on avait aussi un temps initial de mesure en normoxie. Et l'hypoxie intermittente, elle, vous voyez, on oscille entre, c'est à peu près 5000 mètres d'altitude et puis la plaine. Donc on commence en plaine. En 5 minutes, on passe 5 minutes à peu près 5000 mètres d'altitude. On revient 3 minutes en plaine. Donc la saturation, dans ce type de séance, elle fait ça. Voilà. Et donc là, on a 2 quasi-écoles, je dirais, en fait, au niveau international, pour dire, voilà, qu'est-ce qui est potentiellement bénéfique comme hypoxie? Est-ce que c'est plus type Metapline, entre guillemets, ou type hypoxie intermittente? Donc nous, on a voulu comparer ces 2 méthodes-là pour voir ce qu'elles donnaient sur du court terme. Déjà sur une séance, qu'est-ce qui se passe? Et puis sur 3 séances de chaque type, quelles sont les adaptations précoces, disons, que l'on peut voir. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau de la ventilation dans ces 2 types de séances? Eh bien, c'est relativement surprenant en fait, mais malgré qu'avec des séances type Metapline, on vous monte jusqu'à 5000 mètres d'altitude, le fait d'y monter progressivement, probablement, fait que la ventilation, et c'est ce que vous sentez globalement, la ventilation est très très peu modifiée par rapport au repos en air ambiant. Donc vous arrivez, vous respirez l'air de Paris, on vous fait monter progressivement à 5000 mètres, et votre ventilation, elle n'est pas... vous ne vous sentez pas essoufflé comme on pourrait imaginer l'être à 5000 mètres, votre ventilation est assez stable, donc ça on a pu le montrer de façon claire, alors que par contre, lorsque l'hypoxie est plus saccadée, 5 minutes à 5000, puis retour en pleine, 5 minutes à 5000, puis retour en pleine, ben là, sur ce type de séance-là, la ventilation, pour l'avoir fait, on sent qu'on est essoufflé pendant 5 minutes, puis après on se dit, on ne sait pas quand est-ce qu'on passe de la normoxie à l'hypoxie, mais en fait on le sent au niveau de la ventilation, on a la ventilation qui augmente, et puis qui diminue, qui augmente, qui diminue. Donc on a vraiment des sollicitations ventilatoires très différentes et qui restent les mêmes en première et 3e séance. Je vous dirai quand on a vu des évolutions précoces au bout de 3 séances. Donc voilà, la fréquence cardiaque. Alors la fréquence cardiaque dans une séance Metapline type, elle augmente quand même un peu pendant la séance.
être en hypoxie, ça accélère un petit peu le cœur. Le cœur, il voit ou l'organisme voit qu'il y a moins d'oxygène dans le sang. Donc le cœur se dit, entre guillemets, que il va falloir envoyer un peu plus du sang puisqu'il y a moins d'oxygène dans chaque volume de sang. Donc elle augmente légèrement. Vous voyez, on avait des sujets qui étaient à peu près à 65 battements par minute au repos. Et elle a tranquillement augmenté jusqu'à 75%. Et il y est resté, 75 battements par minute. Et en hypoxie intermittente, et bien là, de nouveau, on voit l'effet du fait de monter et de descendre. C'est qu'on a une fréquence cardiaque qui augmente, puis qui rediminue, qui augmente, qui diminue, qui augmente, qui diminue. Là aussi, les modifications de fréquence cardiaque sont très différentes dans les deux types de séances. Par contre, au bout de 3 séances, elles réagissent, cette fréquence cardiaque, de la même manière que ce soit en hypoxie continue ou intermittente. Là, on en vient à des choses qui sont un peu plus clés dans notre observation. C'est la pression artérielle systolique. Donc là, on avait des sujets qui étaient à 11, 7 en normoxie. Hein. Je vous dis ça pour c'est à peu près les valeurs qu'on vous dit probablement si vous allez chez le médecin, qui partaient de 11,7 de pression artérielle, donc 110 mm de mercure en systolique et 70 en diastolique. Globalement, ce que l'on a vu, et bien sûr, vous avez la même tension artérielle au début des séances intermittentes. Ce que l'on a vu, c'est que globalement, passer du temps en hypoxie, que ce soit continu ou intermittent, ça augmente un petit peu la pression artérielle, en particulier systolique. Là où il y a eu des données intéressantes, c'est que lorsque l'on compare la première et la troisième séance, l'idée optimum, disons, de ce type de prise en charge, c'est de pouvoir légèrement faire diminuer la tension artérielle au repos de ces personnes-là, même si elles sont saines et jeunes. Et c'est ce que l'on a observé, c'est-à-dire qu'au bout de 3 séances d'hypoxie intermittente seulement, on a vu une diminution significative, vous voyez, de l'ordre quand même de 5 mm de mercure de la pression artérielle systolique. En gros, à la 3e fois que nos sujets sont venus nous voir, 3e séance d'hypoxie intermittente, on a pris leur tension artérielle, et ils avaient une pression artérielle systolique qui était diminuée. On avait réussi à diminuer leur tension artérielle après seulement 3 séances de prise en charge. Donc ça, c'est un effet que si on le reproduit, que si on arrive à le reproduire chez le malade, va être vraiment très 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 intéressant. Si seulement au bout de 3 séances, on arrive à diminuer la pression artérielle, y compris chez les sujets sains, potentiellement on peut y arriver chez les malades, et donc du coup ça devient une prise en charge très intéressante pour une tension artérielle qui est éventuellement accrue dans certaines pathologies. Par contre, excuse-moi, ouais. Samuel, je vais juste revenir sur notamment sur le protocole méthacline et sur la pression sur la diastole. Ouais. Sur le protocole méthacline, est-ce que c'est significatif? C'est pas significatif. On voit des tendances. Voilà, on voit 2 tendances. Là les différences sont pas significatives, c'est-à-dire entre la première et la 3e séance, ou entre la première et la 3e séance. Ah, d'accord. Okay. Mais c'est vrai qu'on avait 14 sujets là. On peut se demander si soit au bout de la 10e séance, soit avec plus de sujets, on aurait vu que quand même là, on est en train d'induire de fait là aussi une diminution de la tension artérielle. Donc des résultats qui sont intéressants et qui concordent, vous allez voir juste après, avec des données des mécanismes sous-jacents. Des éléments qui sont quelque chose dont vous n'avez pas entendu parler encore aujourd'hui, c'est que nous, ce qu'on mesure avec ce fameux saturomètre là que vous avez au doigt quand vous faites vos séances, c'est la quantité d'oxygène dans le sang artériel. Mais quantité d'oxygène dans le sang, c'est une chose, mais combien d'oxygène il y a réellement dans le cerveau, combien d'oxygène il y a réellement dans le muscle, etc., c'est probablement pas la même chose que exactement ce qu'il y a dans le sang. Il faut encore que l'organe soit capable de récupérer l'oxygène qui est dans le sang, et tous les organes sont probablement pas capables de le faire de la même manière. Du coup, on a des techniques optiques avec des capteurs en transcutané. On arrive à mesurer l'oxygénation du cerveau lui-même en posant des capteurs sur le front, et l'oxygénation du muscle en posant des capteurs sur le muscle. Et donc là, on a regardé l'oxygénation du muscle pendant les 2 types de séances. Globalement, ce qui est intéressant, c'est que le muscle, en triangle et en carré, donc première séance, 3e séance, le muscle dans les 2 séances, dans les 2 types d'hypoxie, 2 types de séances, se laisse désaturer, entre guillemets, diminue en oxygénation seulement au bout de la 3e séance. Au bout de la première séance, le muscle, vous avez passé 1 heure de méthacline ou 1 heure d'hypoxie intermittente, le muscle, on a l'impression qu'il a à peu près rien vu. Il doit avoir pu compenser à sa manière. Il est aussi au repos, donc il consomme très peu d'oxygène. Du coup, 1 heure d'hypoxie, première séance, il a à peu près pas du tout été sollicité. Ce dont on peut se dire, c'est un problème. Par contre, parce que du coup, il ne va pas progresser s'il n'est pas sollicité. Par contre, au bout de 3 séances, on a vu qu'il partait d'un peu plus haut dans les 2 cas, et que là, par contre, pendant la séance, au bout de 3 séances, le muscle
perdez en oxygénation, cette fois de façon significative au bout de 3 séances. Donc il faut quelques séances pour que le muscle se laisse désoxygéner, entre guillemets, alors même que l'oxygène au niveau artériel est exactement identique à la première et la troisième séance. Une autre information aussi de ce graphique, c'est que l'oxygène dans le muscle diminue de façon plus importante sur les séances métapline que sur les séances intermittentes. Probablement parce qu'en fait, dans les séances intermittentes, à chaque fois on redescend au niveau de la mer, enfin on revient à des niveaux d'altitude normale, donc il y a de nouveau de l'oxygène qui arrive et du coup, au total sur la séance, le stress hypoxique est moins grand au niveau musculaire pour les séances d'hypoxie intermittente. Regardez bien là, au niveau du muscle, ce qui se passe, hein, on perd à peu près 5%. Maintenant, vous allez voir au niveau du cerveau, avec la même technique, le cerveau il est beaucoup plus sensible au manque d'oxygène. Il part à peu près les mêmes valeurs, mais alors lui, en particulier pour la séance métapline, il est désoxygéné beaucoup plus fort que le muscle au cours d'une séance type métapline. Au cours d'une séance d'hypoxie intermittente, vous voyez au niveau du muscle, il se passait à peu près rien, il n'y avait quasiment pas de variation, malgré qu'on va de 5000 à 0. Par contre, là, le cerveau, lui, il est beaucoup plus sensible au manque d'oxygène, et il fait des variations, il monte, il descend pendant l'heure. Pas de modification entre la première et la troisième séance. Par contre, là aussi, on voit que la désoxygénation au niveau du cerveau est beaucoup plus forte sur une séance métapline que sur une séance d'hypoxie intermittente. Donc, au niveau du tissu lui-même, on a probablement des sollicitations qui sont très différentes avec les deux techniques. Et puis, un gros tableau compliqué à lire, mais que je vais vous résumer et qui est malgré tout très important, c'est cette fameuse variabilité de la fréquence cardiaque. Accrochez-vous, c'est les derniers résultats. Cette fameuse variabilité de la fréquence cardiaque, en gros, hein, pour vous réexpliquer la chose, là, vous êtes peut-être à 60 battements par minute. Donc, ça veut dire qu'en 1 minute, toutes les secondes, votre cœur se contracte. Sauf qu'en fait, non, c'est pas toutes les secondes. En moyenne, sur 1 minute, vous avez de fait 60 battements. Mais un coup, entre 2 battements, il va y avoir que 0,9 secondes. Puis entre les deux suivants, il va y avoir 1,1 seconde. Puis entre les deux suivants, 0,8. Donc en fait, c'est jamais exactement la même chose. Et globalement, on sait que cette variabilité du temps entre 2 battements, elle nous parle de ce que l'on appelle le système nerveux autonome ou le système nerveux sympathique ou parasympathique dont vous avez parlé Frédéric, qui est très important au niveau cardiovasculaire. C'est vraiment un élément clé de la santé, de la régulation cardiovasculaire. Et plus cette variation elle est importante, peut-être contrairement à ce qu'on pourrait penser, plus elle est importante et plus on est en bonne santé, plus on est entraîné par exemple. Quand on est bien entraîné, on a une grosse variation. Et à l'inverse, quand on est malade, on a de moins en moins de variation du temps entre 2 battements. Et là, ce qu'on a observé, c'est que pendant une séance, lorsque vous êtes en hypoxie, pendant la séance, vous avez une variabilité de la fréquence cardiaque qui réduit. Votre organisme lutte contre l'oxygène, c'est normal, contre l'hypoxie. Donc cette variabilité diminue. Par contre, au fur et à mesure des séances, ce que l'on a pu voir, au bout de 3 séances, enfin seulement 3 séances, et c'est ça qui est impressionnant, c'est que vous avez, avant de commencer la séance, lorsqu'on posait des sujets dans le fauteuil en respirant l'air ambiant, et bien on a vu qu'au bout de 3 séances, ils avaient déjà une variabilité de la fréquence cardiaque qui était améliorée. Donc on avait amélioré globalement leur équilibre sympathique-parasympathique, et ça probablement c'est en lien avec l'amélioration de tension artérielle que je vous ai montré juste avant. C'est-à-dire qu'on a probablement amélioré la régulation du tonus des vaisseaux via cet effet sur le système nerveux sympathique, et ce après seulement 3 séances, et de façon identique pour le métapline et l'hypoxie intermittente. On ne peut pas non plus imaginer améliorer énormément leur santé, mais malgré tout, ils sont jeunes, en bonne santé, on fait seulement 3 séances, et on a des indices d'amélioration d'éléments clés de la santé cardiovasculaire, comme par exemple ici la variabilité de la fréquence cardiaque. Ça, c'était la partie 1 de notre étude. Donc, quelques conclusions provisoires. Hein. C'est au cours des 2 types de conditionnement hypoxique, donc métapline versus intermittent. On a une augmentation légère pour métapline de la ventilation, de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle, et une réduction de la variabilité de la fréquence cardiaque. Donc, ça, c'est ce qui se passe pendant la session. Ce qui est intéressant, c'est que les sessions d'hypoxie continue, donc métapline, ont vraiment un plus gros impact sur l'oxygénation musculaire et cérébrale. Vous avez vu ces grosses chutes d'oxygénation cérébrale et musculaire sur la partie gauche qu'il y avait tout à l'heure. Et puis, ce qui nous intéresse, c'est qu'au bout de la séance 1 à 3, donc au bout de 3 séances, on avait une diminution de la pression artérielle systolique pour ceux qui étaient en hypoxie intermittente, et puis une amélioration de la variabilité de la fréquence cardiaque, donc des indices d'amélioration de la santé ou en tout cas du risque cardiovasculaire. Ça, c'était chez nos sujets sains. Et l'étude maintenant qui est en cours, mais qui est plus longue parce que c'est des sujets, des patients, donc c'est un peu plus compliqué à inclure, et puis surtout c'est sur
8 semaines d'intervention, c'est pas seulement 3 séances. Donc là, on a 45 sujets volontaires en surpoids ou obèses, qui ont entre 18 et 65 ans, vous voyez un IMC qui est élevé, qui ont une batterie d'évaluation initiale en ce moment. Donc en gros, on en est à peu près aujourd'hui à avoir une vingtaine de sujets qui ont terminé l'étude. Donc ils ont une batterie d'évaluation initiale qui est répartie sur trois venues à l'hôpital, donc c'est quand même assez lourd, hein, IRM, etc. Vous verrez, mais on vérifie prise de sang, la fonction de leur vaisseau, la performance à l'effort, etc. Puis ils sont tirés au sort. C'est vraiment la démarche d'études scientifiques médicales classiques. Soit ils vont avoir 3 séances par semaine pendant 8 semaines de la méthode 1 méthapline. Le deuxième groupe va avoir 3 séances par semaine de l'hypoxie intermittente, là, vous avez vu tout à l'heure. Et le troisième groupe, on va leur dire, vous aussi, vous êtes traité par l'hypoxie, sauf qu'ils seront sur le match, sur le même fauteuil, avec la même personne à côté, etc. Mais en fait, ils vont respirer de l'air ambiant, de l'air normoxique. Voilà. Et après ces 8 semaines, eh bien, ils ont à nouveau toutes les évaluations qui ont été faites initialement, qui vont être répétées. Et même à 4 mois après la fin de tout ça, on va suivre à quel point les gains potentiels sont maintenus. Voilà. Donc, vous voyez le schéma de cette étude qui est beaucoup plus lourde, hein, qui est une étude de recherche clinique comme jamais ça a été organisé pour tester ce type de traitement. Et c'est ça qui est en cours actuellement dans notre laboratoire. Là, vous avez quelques images. Vous voyez ces systèmes de mesure de l'oxygénation du cerveau. Vous connaissez le masque, des tests d'effort, des IRM. Voilà, différentes mesures qui sont en cours et voilà. Tant c'est quand même plus sympa à s'imaginer. Ça c'est clair, C'est pour ça qu'il faut quand même des patients motivés pour venir se faire prendre du sang, etc. Donc c'est en ça que il faut quand même qu'on demande à beaucoup de gens avant d'en avoir quelques-uns qui acceptent. C'est aussi ça qui... Voilà. Et puis par exemple, dans une étude comme celle-là, on est obligé de sélectionner les gens. On veut des gens qui sont en surpoids, etc., mais qui n'ont pas, par exemple, l'un de l'hypertension, l'autre du diabète, l'autre, etc., parce que sinon, après, on dirait, entre guillemets, c'est l'armée espagnole. On a un groupe qui est complètement hétérogène. On va avoir des groupes au total qui vont être différents. Là, on va avoir plus de diabétiques, etc., donc on va plus savoir ce que l'on fait. Donc on est obligé de sélectionner des patients qui correspondent vraiment bien à des critères précis. Oui. Parce que, comme je vous disais, tout à l'heure dans la diapositive, c'est que vu les effets potentiels de l'hypoxie, du traitement par hypoxie, diabète, hypertension, etc., le surpoids, c'est l'entonnoir, en gros, pour aller vers du prédiabète, de l'hypertension, etc. Donc nous, on s'est dit, s'il y a bien une population, on a quand même des chances de montrer un effet, c'est ces patients qui ont ce qu'on appelle un syndrome métabolique, c'est-à-dire qui cumulent ces différents risques cardiovasculaires et métaboliques. Et là, on est capable, en plus, le problème de ces patients-là, c'est qu'ils ont plusieurs problèmes à la fois, donc avec un médicament, souvent ça ne suffit pas, il faut un médicament pour chaque pathologie. Alors que là, on a un traitement qui est probablement capable de taper sur plusieurs choses à la fois, donc potentiellement, ça serait très appliqué pour eux d'utiliser cette hypoxie chez ce type de patients-là. Parce que c'est des sujets à risque, c'est pas des gens qui ont des problèmes de pression artérielle. Non, voilà, parce que s'ils sont hypertendus, etc., on ne les inclut pas, mais ils sont à risque, mais par contre, ils sont sur le chemin. Voilà. Ouais. Donc si on suit votre raisonnement, par la suite, si les résultats sont concluants, d'une certaine manière, vous allez taper justement un peu plus dans l'entonnoir et vous allez regarder les hypertensions. C'est ça, dans les cas avancés, oui, tout à fait, voilà. Ouais. Donc ça, c'est après, il y a tout un aspect aussi auquel on réfléchit pour démarrer une étude rapidement, où il y a probablement un intérêt potentiel, dont on pense qu'il y a un intérêt potentiel du conditionnement hypoxique, c'est toutes les pathologies en lien avec le cerveau, tout ce qui est neurovasculaire, neurones et vaisseaux dans le cerveau, donc tout ce qui est vieillissement cérébral, chemin vers l'Alzheimer, la démence, etc. Là, on pense qu'on peut stimuler la santé des neurones et des vaisseaux dans le cerveau par l'hypoxie. Il y a quelques données qui existent, y compris des données encore confidentielles qui n'ont pas été publiées, mais que j'ai vu circuler récemment, qui montrent vraiment des effets très importants dans le vieillissement de ce type d'intervention par l'hypoxie, donc une amélioration, disons, de la santé cérébrale, neurovasculaire, par exposition répétée à l'hypoxie. Ce qui n'est pas étonnant par rapport aux données que je vous ai montrées tout à l'heure chez le rongeur et en termes d'AVC, où on améliorait l'AVC, l'AVC, c'est le point ultime, disons, de la pathologie neurovasculaire. Mais probablement qu'en intervenant plus tôt, lorsque les vaisseaux et les neurones commencent à moins bien fonctionner par ce type d'intervention, on peut freiner probablement le vieillissement cérébral. Mais ça reste à démontrer, encore une fois, pour le domaine médical. Aujourd'hui, ça n'existe pas, ça reste à prouver, Voilà.
3 séances par semaine, c'est le maximum, c'est idéal? Non, c'est une bonne question aussi. C'est un petit peu comme l'entraînement sportif. Après, on peut discuter probablement de tout, quoi. Est-ce que 4 ça sera mieux? Est-ce que 5 ça sera trop? Ou est-ce que 2 ça suffit? Est-ce qu'on peut faire 3 séances pendant X semaines, puis après une seule par semaine pour maintenir? Il y aura aussi tout ça à considérer. Voilà. Là, actuellement, on ne pourra parler que de ça, quoi. De 2 types de méthodes à 3 séances par semaine pendant 8 semaines. Voilà. Ouais. Sur la partie 1, ouais. vous considérez que la variabilité de la FC, c'est l'indicateur ultime de l'état de fatigue d'une personne ou... Non, pas ultime, parce que réellement c'est très, très compliqué à interpréter, etc. Ça a l'intérêt que c'est non invasif, c'est-à-dire que s'il faut commencer à se pencher sur la stimulation réellement des neurones ou l'activité des neurones, ou s'il faut, on peut aussi se baser sur un certain nombre d'hormones circulantes, mais là aussi il y a des limites. Donc globalement, c'est pas facile à mesurer ce système nerveux sympathique, mais c'est quand même un indice et globalement, on sait qu'on a sur ces paramètres-là de variabilité de la fréquence cardiaque, des grosses différences entre quelqu'un qui est sédentaire, quelqu'un qui est entraîné, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est sain. Donc si on fait bouger ce paramètre-là de variabilité de la fréquence cardiaque, on a quand même des bonnes chances que derrière, ça veut dire que notre système nerveux autonome, il a répondu à la stimulation. Voilà, je crois que je suis à peu près au bout. Oui, voilà. Mes collègues et le coucher de soleil sur le Mont Blanc. Voilà. Merci à vous si vous avez des questions. Voilà, donc l'idée c'est que l'année prochaine, on espère avoir J'espère. Les 45, la deuxième partie. Là, on avait déjà la première partie qui était intéressante. C'est quelque chose non, parce qu'on essaye de ne pas s'influencer non plus. C'est-à-dire que tout est en aveugle, y compris nous en fait. Donc si on commençait à regarder les résultats, de savoir qui est dans quel groupe, donc on avance et on attend que tout soit fini, qu'on ait fait vraiment les choses en aveugle, tout de façon standardisée pour retourner les cartes. Nous, on essaye de creuser, mais on n'a pas trop d'infos. Et même là, ce qu'on a vu aujourd'hui, on n'avait pas encore les infos. Non, c'est tout récent. Nous, on n'était même pas au courant de cette. C'est les données qu'on est en train de des publier. sujets sains, on n'avait même pas eu encore l'information, donc c'est sympa pour nous. Oui, d'avoir ça, vous avez vraiment la primeur. C'est une bonne chose. C'est quelque chose qu'on va soumettre à la fin du mois dans une revue internationale scientifique. Oui. Par rapport à l'hypoxie, ce qu'on voit à la mode depuis 2-3 ans, les masques qui vont diminuer le débit respiratoire en envisageable. C'est quelque chose réellement qui fonctionne ou... Ouais, il y a de tout, hein. Vous allez sur le marché. Il y a une étude là qui est sortie la semaine dernière. Hein, ouais. Que j'ai il y a de publié. tout. Il y a de tout. Qui a priori montre vraiment qu'il n'y a pas, qu'il n'adapte pas Il y a, l'impact. Il y a un travail broncodilatateur, c'est ce que dit l'étude en tout cas. Muscle du diaphragme, ça fait voilà. quelque chose ou... Voilà, ça fait ça, mais a priori pas le reste. L'étude est sortie. Je pourrais vous la forwarder de la semaine dernière. Voilà, il y a ce fameux masque là américain qui freine la ventilation. Donc on se dit, si on a plus de mal à respirer, on va devenir hypoxique. Et puis en même temps, on va entraîner les muscles respiratoires. Donc voilà. Sauf que, comme l'a dit Frédéric, si on respire moins, certes on va être hypoxique, on va avoir moins d'oxygène, mais il va y avoir un autre effet, c'est qu'on va stocker du CO2. C'est-à-dire que la respiration, ça sert à deux choses, à faire rentrer l'oxygène et à évacuer le CO2. Si je respire moins, il y a moins d'oxygène qui rentre, mais il y a aussi moins de CO2 qui sort. Et à la fin, l'effet, y compris mon inconfort, est-ce qu'il va être lié au manque d'oxygène ou à trop de CO2 dans l'organisme? Typiquement, si vous mettez la tête sous l'eau dans votre baignoire et qu'au bout d'un moment, vous avez besoin de reprendre votre souffle, c'est beaucoup moins parce que vous manquez d'oxygène que plutôt parce que vous avez trop de CO2 qui veut sortir et que vous avez besoin de l'évacuer. Donc du coup, avec un masque comme ça, en fait, on a quelque chose de mixte, de un petit peu flou, où on ne sait pas si le problème, ça va être de faire entrer de l'oxygène ou d'évacuer du CO2. Donc en ça, je trouve que c'est... Puis on n'a aucune mesure, donc on n'en sait rien du tout, auquel niveau d'hypoxie on est, etc. Et l'entraînement des muscles respiratoires, moi je connais bien l'entraînement des muscles respiratoires. Pareil, normalement c'est comme de la musculation, ça se standardise en termes de résistance, etc. Et là, on n'en sait rien non plus. Donc c'est globalement le masque là, c'est le Spiro Tiger, des choses comme ça pour entraîner les muscles respiratoires. Voilà. Après il y a d'autres choses. Récemment j'ai vu un appareil là, je crois qu'il est du gallois, je crois, ou écossais, où il y a un filtre à oxygène. On respire dans un gros tube. Alors ils ont pris en compte le CO2, donc il y a un système de captage du CO2. Mais là aussi, en fait, on ne va pas savoir à quel niveau d'hypoxie on est, etc. Et le cap quand même qui a été franchi avec ce genre d'appareil, c'est de pouvoir mesurer le niveau d'hypoxie
et pouvoir viser non pas un niveau d'altitude comme ça en se disant tiens 3000 mètres, et là en fait dans ces appareils il n'y a même pas d'altitude, on sait qu'il y a moins d'oxygène, c'est tout, mais c'est carrément de viser un niveau d'oxygénation pour un sujet donné. Et donc là il y a quand même un cran d'avance, ou 2 ou 3 ou 4 par rapport à ces appareils où on est censé moins respirer, mais vous pouvez prendre un stylo bille aussi, vous respirez moins, mais voilà, en termes d'effet... Je pense mettre la main dans la bouche. Aussi, voilà. Je voudrais savoir, les appareils qu'utilise Simalti, peuvent-ils permettre de faire ces hypoxies intermittentes Oui, voilà, avec quelques adaptations. On a demandé, nous, aux constructeurs, de quelques adaptations pour pouvoir faire ça. Parce que les appareils que vous utilisez à Grenoble... C'est des Altitrainers, c'est les mêmes, mais avec des adaptations qui permettent de shifter, en fait, d'un mélange hypoxique à l'air ambiant. Voilà, donc c'est... à vrai dire, c'est même pas très automatique actuellement. Nous, dans un laboratoire, on a un certain nombre d'étudiants, etc., qui travaillent, mais qui tournent les manivelettes. Ce qu'on voulait, nous, quand on a créé il y a maintenant 6 ans, c'est qu'on c'était manuel. Tout ce ceux qui ont pu voir l'évolution, c'est qu'avant, c'est nous qui déterminions. On avait un protocole à suivre que Frédéric nous avait fait. C'était toujours le même protocole. Voilà, le même protocole, mais voilà, et c'est nous, toutes les 5 minutes, qui allions à la machine pour changer. Et aujourd'hui, c'est vrai que cette évolution que nous ont permis de faire SMTech est géniale, parce que même en termes de confort respiratoire, parce que même 500 mètres d'écart, les gens le ressentaient. Aujourd'hui, ils ne le ressentent même plus parce que ça se fait tellement progressivement qu'au niveau confort respiratoire, ça n'a rien à voir. Donc, oui, c'est le logiciel dont on parle tout à l'heure. Alors non, c'est la boucle en fait. Depuis que le saturomètre est filaire, avant c'était un saturomètre numérique que nous on voyait ce qu'il y avait écrit dessus. Et donc du coup nous on allait à la machine pour modifier l'altitude. Maintenant il est filaire, donc relié directement à la machine, et donc c'est une boucle en fait. Nous on intervient plus sauf en contrôle sur l'ordinateur, et l'envoi des données, des graphes aussi qui permet de faire ça. Mais avant voilà, c'était des choses numériques où on lisait ce qu'il y avait écrit. Je pense qu'en termes de fiabilité aussi, je pense qu'on a gagné aussi en fiabilité de ce côté-là. Mais pour la petite anecdote, en Nouvelle-Zélande, moi j'ai découvert l'idée, parce que l'idée vient de là quand même, de mon côté, c'était de l'intermittent. Moi, la problématique que j'avais avec ça à l'époque, d'une part, il y avait 2 problématiques. C'est que d'une part, ils étaient incapables de me donner les protocoles, c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas, ils montaient, ils descendaient, mais ils ne savaient pas gérer, ils ne savaient pas plus évaluer comme nous on peut voir, tout contrôler, tout monitorer. Et le deuxième, c'était l'accessibilité aux machines qui n'étaient jamais rentrées sur le territoire européen et qui était très compliqué. Ça c'est plus technique, mais voilà, c'était les 2 aspects. Aussi, nous, historiquement, quand j'étais jeune étudiant, j'avais bien sûr entendu parler un petit peu de l'hypoxie intermittente. Et pourquoi on a essayé de réinventer la science, non, je plaisante, c'est simplement parce qu'ayant testé cette hypoxie intermittente, et fait tester notamment à l'époque à ma maman, à différentes personnes, ils m'ont dit ton truc, c'est juste pas possible, on va crever derrière ce masque. Oui, alors c'est vrai que là, au niveau... Voilà pourquoi on a essayé de faire ce protocole continu. Moi qui l'ai testé... On n'aurait pas refait la science. Moi, je pense qu'il est testé aussi en Nouvelle-Zélande. Je pense et qui est vécu en Nouvelle-Zélande. Je pense qu'on n'a pas du tout la même façon de vivre non plus. Je pense que ça doit jouer aussi. C'est quand même des gens beaucoup plus calmes. Il n'y a pas le stress que nous on a en ville, et je pense qu'il est plus difficile que ça doit jouer. Je pense. Là, une chose que j'ai pas dit de ressenti donc c'est le même sujet qui ont fait 3 séances d'un genre et 3 séances de l'autre. En tant qu'expérimentateur, une séance métapline, de fait, on a un sujet qui souvent s'assoupit un peu. L'autre, on n'a pas du tout des sujets qui s'assoupissent. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on subit une montée en altitude violente, comme ça. Donc, on n'a pas du tout des sujets qui se relâchent. Là, on a des sujets qui luttent. Et pour l'avoir essayé sur moi, chaque fois, on sent les 5 minutes, les 3 minutes, les 5 minutes, les 3 minutes. On ne sait pas quand est-ce que l'air est changé, c'est derrière nous. Mais à chaque fois, on sent que ça commence à taper dans les tempes, et puis que ça va mieux, et puis de nouveau que ça tape. Donc, c'est vrai qu'au niveau ressenti, c'est vraiment pas du tout la même chose. Oui, le lâcher prise... Oui, non, c'est pas du tout le même effet. Et là-bas en Nouvelle-Zélande, ils sont en train de travailler sur des ordinateurs. C'est-à-dire que c'est leur pause déjeuner, mais ils continuent à envoyer leurs mails et tout. Ils sont tous sur ordinateur. Il n'y en a pas un qui est allongé. D'ailleurs, ils ne sont pas la bonne personne. Non, après, ça ne veut pas dire que ça marche moins bien. Voilà, c'est une approche différente. C'est ce que je dis. Moi, j'ai quand même découvert ça là-bas et ça m'a donné envie. Donc voilà, je pense qu'il y a... Le choix a été fait. L'hypoxie pour nous est important. Protocole, vraiment pour un problème purement de confort. C'est quand même posé la question.
C'est pour ça que si le existe, c'est qu'on s'est dit, est-ce qu'un jour ça pourra se vendre comme une prestation de service? Dans le cas de l'hypoxie intermittente, et en plus, 5000 mètres, vous êtes extrêmement sympathique, parce que en Nouvelle-Zélande, par exemple, c'est plutôt 7000 ou 8000. Ouais, 7000 ou 8000 qui montent, c'est énorme. On prend ce qu'on appelle les chocs thermiques assez violents. Il y en a qui peuvent tester le hashtag qui ont monté aussi. C'est ça. Et c'est vrai qu'on se livre en essayant ça. À l'époque, on a fait essayer ces protocoles intermittents. Les gens m'ont dit, mon garçon, t'oublies ton truc, ça ne marchera jamais, personne. Les gens vont venir faire une fois, puis ils vont dire, attendez, vous voulez nous tuer. Donc on a abandonné complètement l'idée, entre guillemets, d'en faire un. Alors que vraisemblablement, a priori. Mais encore une fois, là-bas, il n'y a que des sportifs. Moi, je n'ai pas vu de gens qui venaient pour le bien-être là-bas. J'ai vu que des sportifs qui venaient. Donc la notion de souffrir, d'être dans l'effort et de souffrir, elle est quand même différente. Ça peut être vu comme il a envie de souffrir. Oui, s'il ne souffre pas, ça ne travaille pas. Pour le coup, l'entraînement à l'effort, c'est ce que l'on sait. C'est-à-dire, si à chaque fois qu'on va faire un footing, c'est très facile et que finalement, c'est pas du tout dur, il y a peu de chances qu'on progresse autant que si on sent que c'est un peu plus dur. Donc, il peut y avoir une vision aussi comme ça. Par contre, donc c'est deux philosophies différentes, quoi. Alors qu'à l'inverse, passer 1 heure en hypoxie où on se détend, en soi déjà ça peut avoir un effet intéressant, quoi. Voilà. Donc c'est l'augmentation du débit sur la machine, c'est quelque chose qui a évolué aussi, qui n'était pas le cas au début. L'augmentation du débit, si justement la personne a tendance à moins respirer, ça c'est une évolution. Alors oui, mais au départ on n'avait pas cette ventilation là. Donc la personne remontait en saturation et on espérait qu'elle redescende, quoi. Et depuis qu'on a la nouvelle technologie, mais il y a déjà depuis. C'était que la première ou la deuxième année, donc il y a déjà 4 ans qu'on travaille avec la ventilation qui est présente. Ça ne change pas le dosage, je ne me rappelle plus. Non, ça ne change pas le dosage, c'est juste le débit, le flux d'air. C'est comme si on donnait une paille pour mieux capter le. Comme si qui c'est qui nous a dit elle met un ventilateur devant sa bouche, quand on monte le Mont Blanc, tout de suite ça va mieux. Parce qu'il sent de l'air, donc il se sent mieux. Du vent, donc voilà. ça peut suffire. À soumettre à la science. Voilà, on va devoir libérer les lieux, mais on va continuer d'échanger autour d'un verre.